Salut tout le monde et bienvenue dans ce bilan de NXT TakeOver War Games 3 et Survivor Series. Je vous préviens tout de suite, il va y avoir du bruit de fond parce que il y a Totoro, mon petit chaton qu'on a adopté cette année, qui est dans son quart d'heure chiant. Désolé pour ça. On va commencer par le bilan de TakeOver War Games. D'abord, le pre-show a commencé par Mia Yim se faisant attaquer par un attaquant mystère. On ne savait pas qui c'était. J'ai très mal dormi cette nuit, sachez-le. Donc il va y avoir difficile. Fatigué petit chat, ça va être... Mais bon, apparemment, quand je vous parle de mes problèmes, je passe pour un branleur. Donc j'ai très bien dormi, je n'ai pas de petit chat. Et j'ai tout le temps du monde. Mia Yim s'est donc fait attaquer au début du pre-show. Ça a donné lieu à quelque chose qui est à la fois logique et en même temps un peu naze, c'est que Dakota Kai a pris sa place dans l'équipe de Rhea Ripley. C'est logique parce que c'était celle qui avait failli avoir sa place et qui s'était fait choper. Mais c'est nul c'est maladroit parce que c'est genre la suspecte numéro 1 de chez numéro 1, quoi. Shayna Baszler était moins suspecte. Je comprends la narration, mais à la place de Baszler, à la place de Rhea Ripley, j'aurais au moins eu une ligne de dialogue, genre je te préviens si c'est toi qui as fait ça, voilà, pas de coup fourré, quoi. Enfin juste, je reconnais que tu es suspecte. Je passe outre ça, mais au moins j'en parle un peu. Dans le pre-show, nous avons eu le match Isaiah Swerve Scott contre Angel Garza, qui a été annoncé après que j'ai fait mes pronostics. Je les ai rajoutés, mes pronostics sur le tard, et je pensais que Scott allait gagner. Victoire d'Angel Garza, après un match tout à fait sympa, je lui ai mis B+. Il y a eu plusieurs fois où on avait l'impression que les gars étaient sur le point de botcher une prise. Et plusieurs fois, ils les ont rattrapés au dernier moment, du coup c'était plus cool qu'autre chose. C'était des botches qui ajoutaient à l'intensité du match, du coup c'était très sympa. On passe à la portion principale du show avec le Wargames féminin, auquel j'ai mis A+, hein, on va commencer par ça. Ce que j'ai bien aimé dans ce match, pratiquement tout. Évidemment, l'angle important, c'est donc Dakota Kai qui a trahi l'équipe de Rhea Ripley. C'est bien qu'ils aient pas attendu la fin du match ou attendu un moment dans le match avant de faire ça. Et du coup, l'équipe de Rhea Ripley elles se sont retrouvées à 2 contre 4 et elles ont réussi à gagner malgré ça grâce à un Riptide de Rhea Ripley sur 2 chaises, et en plus Rhea Ripley avait mis des menottes à Shayna Baszler, donc elle pouvait pas contrer la prise. C'était très chouette. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que Kaylee Ray, la championne britannique, et son rôle dans le match c'était d'empêcher les gens de s'amuser, c'est-à-dire que elle a pris une table sous le ring, mais comme les gens aiment bien les tables, elle a re-rangé sous le ring. Il y avait des chaises qui étaient dépliées, elle les a repliées, genre non, vous ne vous amuserez pas, vous ne virez pas de destruction. Ah oui, bien sûr, j'ai failli oublier, il y a eu un moonsault de Yoshirai du haut de la cage sur Bianca Belair et Candice qui était à côté. Candice c'était pas... Bah si, c'était Candice qui était visée, c'était Bianca Belair qui était pas visée. Mais quand t'es là-haut et que tu fais un salto arrière, tu vises pas spécialement. Donc voilà, ça a été un des très bons matchs de la soirée. Est-ce que c'est le match de la soirée ? C'est très délicat de le départager avec un autre. Non, pour moi c'est l'autre. Pour moi c'est l'autre, mais ça se joue vraiment à rien. Ensuite, le deuxième match, Damian Priest contre Pete Dunne contre Killian Dane, auquel j'ai mis la note de A. C'était très équilibré, c'était très chouette. Il n'y a aucun des trois gars qui a vraiment mené. L'histoire c'était vraiment... Pete Dunne est le seul gentil et le seul qui a besoin d'être vaillant, d'être fort parce qu'il est beaucoup plus petit que les deux autres, et c'est ce qu'il a fait puisqu'il a gagné le match. Mais rien n'était couru d'avance pour un match dont l'issue était prévisible, c'est-à-dire Pete Dunne est de loin la plus grosse star des trois. Pour un match dont l'issue était prévisible, jamais la victoire de Pete Dunne n'a semblé évidente pendant le match. Il y a une prise qui était un tout petit peu botchée, c'est quand Killian Dane a fait un cannonball sur Damian Priest à l'extérieur du ring. Cannonball, c'est plus ou moins une galipette et t'atterris le cul premier dans ton adversaire. Bah, Dane est tombé le cul premier sur la barricade à côté de l'adversaire. Du coup, la barricade est tombée et du coup, et ils ont montré 2 replays de ce truc-là, et sur les replays, tu vois qu'il a absolument pas touché Priest. C'est assez anecdotique. Un moment, c'est anecdotique. Tu veux être dans le bilan aussi ? Tiens. Ensuite, nous avons la déception de la soirée. Hop.
Oui, toi aussi, t'as pas aimé. Toi non plus, t'as pas aimé. Donc ensuite, nous avons la déception de la soirée. Finn Balor contre Matt Riddle. C'était pas un mauvais match, c'était même un bon match. Mais c'était un bon match dans un PPV excellent. Et c'était un bon match dont j'attendais vraiment énormément. Je lui ai mis B. Et B, c'est décevant pour ce match-là. Parce que tout le reste de la soirée était niveau A, quoi. Ils ont fait les prises que, voilà. Enfin, le match était équilibré. Ce qu'il fallait faire, d'ailleurs. Fallait pas que Finn Balor écrase Matt Riddle. Parce que c'est Matt Riddle et que... il a été construit comme un gros... un catcheur qui a un certain niveau à NXT. Donc fallait pas que Finn Balor l'écrase, mais fallait que Finn Balor gagne, puisque c'est son grand retour à NXT. Le moveset de Finn Balor a pas vraiment changé, l'attitude de Finn Balor a pas vraiment changé. Je m'attendais à ce que son attitude évolue, quoi, ou que quelque chose évolue, que son personnage évolue. Et finalement c'est le même, sauf qu'il sourit pas. Donc ça, c'était un peu décevant. Après, Finn Balor est excellent, Matt Riddle est excellent, donc le match était bien. Et ensuite nous avons le match, le Wargames match masculin, auquel j'ai également mis la note de A+. L'équipe de Ciampa l'a emporté, c'est très cool. Ciampa est arrivé avec un masque, ce qui était bien. Sous son masque, il avait de la peinture de guerre, ce qui était bien. Adam Cole et Ciampa ont assez volé la vedette. Eux deux, plus Kevin Owens, qui a été le 4e membre surprise de l'équipe de Ciampa. Je m'y attendais pas et c'est cool. C'est très très cool. Parce que Kevin Owens a été champion de la NXT, un des plus grands champions de la NXT. Donc c'est très chouette. Et la séquence finale était vraiment très cool. Un peu cousu de fil blanc, mais tu sais, genre très satisfaisant, quoi. C'est-à-dire, chaque membre il y avait des tables disposées un peu partout dans les deux rings, et chaque membre de l'Undisputed Era est passé à travers une table, tour à tour. Dominic Dijakovic fait un chokeslam sur Roderick Strong à travers une table. Ensuite, c'est Kevin Owens qui fait un frog splash à travers O'Reilly et à travers une table. Keith Lee fait un avalanche powerbomb sur Bobby Fish à travers une table, et évidemment le spot du match, le spot du show, et ce qui fait que un des trucs qui font que à mon avis ce match-là est meilleur que le Wargames féminin, mais à vraiment pas grand-chose. Tommaso Ciampa fait un Air Crash du haut de la cage à travers 2 tables sur Adam Cole. Adam Cole qui est si vous voulez, je continue de tenir mon tableau de stats, parce que si jamais je fais un stat à l'année, il vaut mieux que j'entretienne ce tableau régulièrement. Ça fait des semaines maintenant que je vois Adam Cole, tu sais, ne pas être à la place qu'il mériterait d'être, ni dans le classement de l'année, ni dans le classement des champions de l'année. Et ce mois-ci, d'accord, alors je vais faire un match à l'échelle vraiment génial, je vais battre Daniel Bryan, je vais avoir un match contre Seth Rollins, je vais avoir un match à Wargames qui est incroyable, je vais avoir un match à Survivor Series qui va être vachement bien, et du coup, il a vachement monté dans le classement ce mois-ci, et voilà, c'est très satisfaisant et aussi un peu marrant. Mais ça, c'est les coulisses. Et on passe à Survivor Series. Survivor Series était un très bon PPV. On va pas être d'accord, je l'ai trouvé, enfin d'après mes moyennes, je l'ai trouvé un peu meilleur que Full Gear, tout petit peu meilleur, vraiment rien, ça se joue au centième de point. Je vous ai pas fait de bilan de Full Gear parce que j'étais très absorbé par le point culture sur les clichés de films d'horreur. Je le ferai peut-être pour les suivants, ça va dépendre de mon emploi du temps en fait. La chaîne Link the Sun, c'est ce qui passe en premier, donc ça va dépendre du temps que j'ai. Shawn Michaels a annoncé les membres de la team NXT et c'était très bizarre. Alors il y avait Tommaso Ciampa et Keith Lee, mais ça c'était une certitude. Il y avait Matt Riddle, c'était pas une grosse surprise. Il y avait Damian Priest, ça c'était déjà un peu plus surprenant parce qu'il est un peu plus secondaire si vous voulez dans le roster. Et Walter, le champion de NXT UK. Et ça, c'est un peu n'importe quoi. Parce que je vois vraiment pas... Walter, pour moi, c'est pas vraiment le membre de l'équipe. C'est le leader de l'équipe, oui. Je pense qu'il s'en fout un peu d'être loyal à NXT, Walter. Alors, d'abord, il y a eu une Battle Royale par équipe qui n'était pas annoncée. Je sais plus pour qui... Si, j'étais pour The Revival. J'avais pronostiqué une victoire de The Revival. J'ai eu tort. C'est Dolph Ziggler et Robert Roode qui ont gagné. Donc l'équipe qu'on appelle Rudolph, la petite équipe au nez rouge. Le match était nul. J'ai mis D+, c'est-à-dire que... Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien à gagner. Je suis désolé, ça va prendre un petit peu de temps avant que je considère
Robert Roode et Dolph Ziggler comme une vraie équipe, étant donné que... Bah, ils ont pas de nom, ils ont pas de nom commun, ils ont pas d'entrée commune, ils ont pas de... Ça marche pas, quoi, ça marche pas. Si vous voulez, comme ils affrontaient en plus des gars qui sont vraiment des équipes établies, les Street Profits, les aussi, Breezango, les Revival, c'est dommage, ils auraient pu... Enfin bref, ce match de toute façon ce match était raté et ce match n'avait aucun intérêt. Ensuite, nous avons le triple menace, Lio Rush contre Kalisto contre Akira Tozawa. C'est un match 205 Live sans le dire, quoi. C'est-à-dire que 205 Live, c'est une chaîne qui est en train de... c'est une émission qui est en train de mourir, lentement, qui est en train de se faire aspirer par NXT. C'est pas plus mal, parce que NXT, ils ont un excellent niveau, donc pourquoi pas. Il reste en ce moment 5 personnes sur le roster de 205 Live, parce que Mike Kanellis s'est barré, Mike Kanellis est en train de se barrer, Brian Kendrick est en train de se barrer, donc il reste Arya Daivari, Tony Nese, Jack Gallagher et les frères Singh. Il reste 5 personnes, et il y en a 2, c'est les frères Singh. Lio Rush a gagné, ils ont transféré Kalisto à SmackDown dans le draft et Tozawa à Raw, donc du coup ça faisait techniquement NXT contre Raw contre SmackDown. Réellement c'est des matchs qu'on a vu et revus ces 2 dernières années. C'est vraiment moche ce qu'ils ont fait à 205 Live, parce que c'était vraiment une des 2 meilleures émissions de la WWE. Mais le match était chouette, je lui ai mis B et Lio Rush est toujours champion. Ensuite nous avons eu le triple menace des champions par équipe, Viking Raiders contre Undisputed Era contre le New Day. Le match était vraiment très cool. Apparemment j'ai lu des avis comme quoi les gens trouvaient qu'il était bien mais pas plus. Moi je l'ai trouvé vraiment très bien, je lui ai mis A. J'ai toujours beaucoup de respect pour les matchs pour lesquels le public est vraiment pas chaud au début et finit chaud à la fin. Les catcheurs ont réussi à conquérir le public et ça c'est vraiment, pour moi c'est vraiment une preuve que voilà qu'ils ont géré quoi tout simplement. Il y a eu plusieurs spots un peu sympas, notamment la séquence de fin où Kofi Kingston a fait un Trouble in Paradise dans le poteau. Du coup forcément ça fait mal, parce qu'il a pratiquement sorti du match. Et il s'est pris ensuite la prise de finition de l'Undisputed Era, dont je connais pas le nom, je suis sûr que vous allez me la donner dans les commentaires. Ils ont tenté cette prise de finition sur Ivar, qui l'a esquivé grâce à une roue. Ivar qui a été le VIP du match, et donc ils ont fait une Viking Experience sur l'Undisputed Era, sur Kyle O'Reilly, sauf erreur de ma part. Et ah oui non, sur Kyle O'Reilly, sur Bobby Fish. Du coup, victoire des Viking Raiders, et c'était très très chouette, et c'était ce que j'espérais voir gagner, donc je suis content. On passe au show principal avec le Survivor Series féminin qui a été bizarre. Je lui ai mis A- parce que je me suis éclaté, j'ai trouvé le match très très cool. Il y a eu plusieurs spots très sympas, notamment entre Io Shirai et Kairi Sane qui étaient en équipe en début d'année, qui étaient toutes les deux gentilles, et qui maintenant sont toutes les deux méchantes et qui sont plus du tout en équipe puisque Kairi Sane est en équipe avec Asuka et Io Shirai est toujours à NXT. Enfin voilà, c'était leur petit face-off, parce que j'en ai marre de parler français, était vraiment très cool. J'ai un peu retrouvé Asuka dans ce match. Elle avait une intensité qu'elle avait perdue cette dernière année, ces 2 dernières années, et qu'elle a retrouvée. Enfin, qu'elle commence doucement à retrouver. Elle a éliminé Dana Brooke avec un roundhouse kick dans la gueule, mais je disais genre le roundhouse kick, boum, et du coup Dana Brooke, bon bah KO. Hein. Charlotte Flair, elle a décapité Carmella avec un Natural Selection. Je sais plus comment Carmella l'a mise à terre, mais je me rappelle que c'était très cool. Il y avait Carmella, il y avait quelqu'un d'autre dans le mix à ce moment-là. Et au moment où Carmella regardait l'autre personne et avait plus son attention portée sur Charlotte Flair, elle lui a fait un Natural Selection, mais... Et alors, la raison pour laquelle j'ai mis un A- à ce match, c'est que au niveau de la construction, ça allait pas. C'est-à-dire que au tout début du match, Io Shirai et Candice LeRae ont fait semblant d'être blessés et sont revenus plus tard pour aider Rhea Ripley. Et du coup, c'était très bizarre parce que Rhea Ripley n'est pas du tout une heel. Donc du coup, c'est pas du tout dans son code de conduite de tricher pour gagner. Et là, elle a triché plusieurs fois et ouvertement pour gagner. Et je comprends pas, du coup NXT s'est retrouvé très vite à 3 contre 5 contre 5. Et je voyais pas l'avantage qu'elles avaient à faire ça, c'est-à-dire que après Io Shirai et Candice LeRae sont revenus pour faire genre pour aider Rhea Ripley quand Rhea Ripley se trouvait seule contre Sasha Banks. Je vois pas l'intérêt, d'autant que c'est pas parce que t'es éliminé que tu peux plus intervenir dans le match. C'était un peu boueux comme narration. Mais le match était vraiment très très cool. J'ai vraiment beaucoup aimé le match. C'est pas le match de la soirée parce que le match de la soirée, il y a un match qui a survolé toute la carte, mais c'était très chouette. Ensuite, on a eu le match Nakamura contre AJ Styles contre Roderick Strong.
c'est le match sur lequel on va pas être d'accord parce que j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était peut-être pas le match de la soirée, mais le deuxième match de la soirée, ou qu'il était vraiment excellent, qu'il était vraiment très bon. Je l'ai trouvé bien, mais sans plus. Je lui ai mis B. Ça faisait vraiment showcase comme donc vitrine en français comme match, c'est-à-dire voilà, Roderick Strong c'est mon personnage et je fais ça, Nakamura c'est mon personnage et je fais ça, AJ Styles voilà mon personnage, je fais ça. Il n'y a pas eu beaucoup d'intervention de l'extérieur, je vous ai prévenu, il va y avoir du bruit, c'est un petit chat qui joue avec une balle. C'était pas... Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit « Oh mon dieu, oh, il va le faire !» Jamais je suis vraiment rentré dans le match émotionnellement, quoi. Et donc à la fin, Roderick Strong a volé la victoire à AJ Styles, c'est-à-dire que AJ Styles a fait un phénoménal forearm sur Shinsuke Nakamura, et Strong a jeté Styles à l'extérieur du ring pour faire le tomber lui-même, et ainsi voler la victoire. C'est un peu dommage parce que entre ce match-là et le match précédent, ça fait vraiment NXT est pas capable d'avoir une victoire sans tricher. Et c'est... Alors, Roderick Strong, ça a du sens parce que il est... ça a un sens, pardon, parce qu'il est... Le personnage de toute l'Undisputed Era, c'est... On est très bon, on peut gagner sans tricher, mais on triche quand même parce que c'est plus facile. Donc du coup, ça a un sens, mais ça aurait pas dû venir après une victoire volée par des faces dans le premier match. Ensuite, on a... le match de la soirée haut les mains, peau de lapin en ce qui me concerne. Adam Cole contre Pete Dunne, je lui ai mis un A+. Ils ont été très bons. Ça c'est le petit chaton qui fait du bruit. Il est très mignon, il s'appelle Totoro. Et ça c'est la petite balle qui fait du bruit. Tu veux jouer? Ah, donc ouais, ce match-là était très 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 fort. Il y a eu énormément de spots, enfin pas énormément, il y a eu beaucoup de spots très cool. Si vous voulez, c'est le genre de match, ce que je disais à Panda, dans une carte de takeover, j'aurais pas mis A+. J'aurais mis un A, peut-être même un A- parce qu'il était un peu court. Enfin, il était un peu plus court que ce qu'on pouvait s'attendre sur un takeover, et vachement plus long que ce à quoi on s'attendait sur un PPV du roster principal, parce que on pensait vraiment que le match allait durer 4 minutes, quoi. C'est-à-dire, c'est bien qu'il soit pas dans le kick-off, quoi. Mais non, ils l'ont traité avec sérieux. Il y a eu des contres, et puis ils ont gardé le style NXT, c'est-à-dire qu'ils sont pas... Quand 205 Live à l'époque faisait un show sur le roster dans un PPV du roster principal, le match était pas énorme. D'ailleurs, il y a eu une tendance là en fin de vie de 205 Live, c'était d'avoir le match dans le PPV, puis ensuite d'avoir le match à 205 Live pour dire, voilà, bon, on a eu notre match de 10 minutes à la con, maintenant on va faire le match d'une demi-heure tel qu'on aurait voulu le faire. Là, ils ont pas fait ça. Ils ont vraiment fait un très bon match. Et puis je vous le conseille, si jamais il y a un match à voir de ce PPV là, c'est celui-ci. Daniel Bryan contre The Fiend. Je lui ai mis un A parce que je l'ai trouvé vraiment très bon. C'est un match qui oscille entre le A- et le A+. Le A-, c'est gros sentiment de déjà vu. Mais déjà vu en moins bien, c'est-à-dire que la rivalité avec Seth Rollins était un peu pété. Seth Rollins n'était pas suffisamment apprécié pour mettre en valeur Bray Wyatt. Seth Rollins n'est plus un héros soutenu par la foule, donc du coup ça pouvait pas marcher. Ça a marché quand même parce que Bray Wyatt parce que le personnage du Fiend est génial. C'est vraiment la rivalité que Bray Wyatt aurait dû avoir avant de s'en prendre à Seth Rollins. S'il devait s'en prendre à Seth Rollins d'ailleurs, c'était même pas sûr. Et de son côté, Daniel Bryan, il y a eu tout un jeu sur le Yes Movement. Est-ce qu'il va ressusciter le Yes Movement? Est-ce qu'il va rester le dos au public? Enfin, est-ce qu'il va continuer de tourner le dos au public? Et le Fiend n'a pas laissé l'opportunité à Bray Wyatt de choisir, à Daniel Bryan de choisir un camp, puisque il l'a battu. Il a battu relativement vite et puis pas de façon cartoonesque comme avec Seth Rollins. Seth Rollins, il lui a mis 24 stompes dans la tronche et ça a pas suffi. Daniel Bryan n'a eu le temps de lui mettre qu'un seul running knee. C'était vraiment beaucoup mieux que c'était tout ce que aurait dû être le match de championnat du Fiend. Et ça arrive un peu trop tard. Mais vous voyez, il y a de l'aspect psychologique parce que Daniel Bryan est perdu. Et le Fiend se nourrit de ça. Le spot avec les yes kicks, c'était génial. Daniel Bryan a fait des yes kicks, le public chante yes, 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 et il se redresse. Du coup, Daniel Bryan est obligé de refaire appel au yes kick, il retombe, il se redresse.
Et Daniel Bryan met 2 fois plus de S-kick, c'est-à-dire que normalement il y a S-kick, il y va que avec la jambe gauche ou la jambe droite. Là il y a gauche, droite, et puis coup dans la tête. Ce coup-ci, Bray Wyatt s'est pas relevé, mais il était mort de rire parce qu'il a manipulé Daniel Bryan pour qu'il ait encore recours au Yes Movement, pour le perdre encore plus dans là où il en est de son rapport au public. Et ouais, non, ce match était vraiment très chouette. J'aime beaucoup le personnage du Fiend, je le trouvais excellent. Et la bonne nouvelle, c'est que Seth Rollins n'a pas réussi à le tuer, quoi. J'avais vraiment peur que cette rivalité avec Seth Rollins ait détruit tout l'intérêt du Fiend, et pas du tout. Si on le met dans une rivalité avec la bonne personne, le Fiend peut garder sa fraîcheur et garder son intérêt. Ensuite, on a eu le Survivor Series masculin qui a été meilleur que le Survivor Series féminin. Pourtant, je lui ai mis la même note de A-, parce que les notes, c'est les notes, ça reflète pas un ressenti, si vous voulez. Le petit reproche que je ferai à ce match, c'est que la plupart des catcheurs qui étaient dedans étaient anecdotiques. Walter s'est fait éliminer en premier très rapidement. Si c'était ce spot-là que vous vouliez faire, fallait quelqu'un d'autre. Fallait pas Walter, parce que Walter, je vois vraiment Walter comme un Brock Lesnar autrichien, quoi. C'est vraiment un gars qu'il faudrait protéger au-delà du raisonnable. Et c'est pas ce qu'ils ont fait, puisque voilà, un Claymore Kick a suffi pour l'éliminer. Et en fait, toutes les éliminations, le match était très chouette parce que c'était une suite de spots, mais il n'y avait pas d'histoire, si vous voulez. Il y avait rien qui allait où que ce soit. Seth Rollins était détesté par le public, mais comme jamais. En même temps, c'était à Chicago, c'était un public assez dur et puis assez conscient de l'univers du catch, si vous voulez. Et comme Seth Rollins a tendance à se comporter un peu comme un con sur Twitter en disant qu'il est le meilleur catcheur du monde, que la WWE est la meilleure fédération du monde, à une époque où la AEW a tendance à leur prouver que sortie de NXT, c'est un peu de la merde ce qu'ils font. Peut-être pas très intelligent de faire ça. Mais alors, il y a un MVP dans le match. Il y en a plusieurs, si on veut être honnête. Il y a aussi Roman Reigns, qui est donc le dernier survivant de l'équipe de SmackDown. Le MVP du match, évidemment, c'est Keith Lee, qui a réussi à sortir Seth Rollins, et qui a donc été le héros du match. Seth Rollins qui a sorti Mustafa Ali, qui vient de Chicago. C'était le héros local. Je pense qu'ils ont un heel turn dans les tuyaux pour Seth Rollins, parce que je vois pas pourquoi ils auraient fait ça autrement. Je vois pas l'intérêt que le top babyface, si vous voulez, de la promotion, de la fédération, fasse un truc comme ça qui allait forcément attirer la foudre du public. Donc à mon avis, soit ils sont complètement débiles, soit ils vont faire un heel turn à Seth Rollins. Je n'exclurai aucune des deux hypothèses. Pas débile, mais rien à foutre, quoi. Soit ils ont totalement lâché l'importance d'avoir une pertinence dans l'histoire, soit il y a un heel turn de Seth Rollins qui se prépare. J'ai oublié que Ricochet était dans le match, c'est bon, on va vous dire. Il y avait le visuel de Ciampa, Seth Rollins et Roman Reigns sur le ring qui était vraiment très très cool. Ils ont vraiment mis Ciampa au même niveau que Rollins et Reigns. C'est Rollins qui a éliminé Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa qui est énormément populaire, donc à mon avis, ouais, je assez confiant sur le fait qu'il y a un heel turn de Rollins qui se prépare. Et donc Keith Lee a réussi à éliminer Rollins. Ça c'était très cool, mais il a perdu après un spear de Roman Reigns, mais ça c'est pas très grave dans le sens où c'est Roman Reigns, le gars a été construit comme un monstre. Et Keith Lee était à ça de le battre. L'énorme powerbomb qu'il lui a fait, là, je connais pas le nom de la prise de finition de Keith Lee, mais c'est un énorme sit-out powerbomb. J'y ai vraiment cru, et ça me dérange pas qu'il ait pas gagné, dans le sens où il est vraiment pas passé loin. Keith Lee est un peu plus une star aujourd'hui que vendredi dernier. C'est d'ailleurs celui qui a le plus gagné du week-end, c'est Adam Cole, mais Keith Lee est un solide deuxième. Ensuite, on a Brock Lesnar contre Rey Mysterio. J'ai beaucoup aimé ce match. Je m'attendais vraiment à ce que Rey Mysterio se fasse massacrer en quelques secondes. Et Rey Mysterio est venu en Joker de Joaquin Phoenix et c'était assez cool. Brock Lesnar a écrasé Rey Mysterio pendant la première partie du match. Rey Mysterio a réussi à faire son retour. Et puis à un moment donné, Dominic est intervenu, le fils de Rey Mysterio, donc Dominic Mysterio. Et là, si vous voulez, ça a été le second souffle du match, quoi. Le match est devenu vraiment très cool à partir de là. Dominic Mysterio a fait style de jeter l'éponge. À mon avis, c'est
une petite moquerie taquine à l'encontre de AEW parce que MJF a acheté l'éponge pour Cody dans le main event de... Non, c'était pas le main... Bah si, c'était le main event, parce qu'après ça compte pas. Dans le main event de Full Gear contre Chris Jericho. Donc voilà, Dominique a fait genre, il allait jeter l'éponge, enfin acheter la serviette. Throw in the towel. Brock Lesnar a jeté la serviette à l'extérieur du ring, genre non, fais pas ça chez nous. Et Rey Mysterio lui a laté les couilles, et Dominique Mysterio lui a encore laté les couilles. Ensuite, Rey Mysterio l'a frappé avec son tuyau en acier. Dominique l'a frappé avec une chaise. Brock Lesnar est tombé sur les cordes. Ils ont fait un 619 en stéréo, père et fils. C'était un très beau moment. Dominique a fait un frog splash sur Brock Lesnar. Son vrai papa aurait été très fier. Ceux qui ont la ref ont la ref. On va pas passer vraiment Rey Mysterio, mais c'est une allusion à autre chose. C'est trop long à expliquer. Rey Mysterio a aussi fait un frog splash sur Brock Lesnar et ils ont fait le tomber à 2 sur Brock Lesnar et Brock Lesnar s'en est sorti. C'est un peu dommage, mais il y a eu un gros rush d'adrénaline et là je suis rentré émotionnellement dans le match. Bon, je lui ai mis B+ parce que c'était un peu rapide et je pense que Rey Mysterio aurait mérité d'avoir un peu plus avoir une plus grosse part du gâteau dans le match, mais le match était quand même très très cool. C'était prévisible que Brock Lesnar gagne, donc franchement, quitte à avoir un match dont on sait que Brock Lesnar va gagner, voilà, autant faire ce genre de match. Mais le match contre Finn Balor cette année était quand même meilleur, parce que je parlais de ça dans mes prédictions. Le match de l'année pour moi de Brock Lesnar, parce que je pense que c'est son dernier match de l'année, ça a été contre Finn Balor au Royal Rumble. Et on passe au main event. Si vous voulez, après tous ces matchs qui étaient vraiment super, enfin qui étaient très bons avec des défauts, j'ai pas compris ce main event. Donc Bayley contre Shayna Baszler contre Becky Lynch. J'ai beaucoup aimé les fringues de Becky Lynch, de Bayley. Bayley est arrivé avec un espèce de je sais pas, bijou sur la tête, je sais pas comment ça s'appelle. J'allais dire diadème, mais non, diadème c'est une petite couronne, c'est pas ça. Ou c'est pas, je suis désolé, hein, je suis pas du tout précis dans mon vocabulaire à ce niveau-là. Et elle faisait très égyptienne, du coup c'était cool. Et alors le match était très fouillis, très à peu près. Elles ont jamais vraiment trouvé un rythme. Je pense que Bayley et Becky Lynch ont essayé de se mettre au rythme de Shayna Baszler. Parce que Shayna Baszler d'habitude elle arrive à rendre un match intéressant à ce rythme-là. C'était vraiment un rythme Baszler, c'est-à-dire méthodique, lent, membre après membre, articulation après articulation, mais ça marche parce qu'elle a un côté rouleau compresseur, c'est-à-dire elle va gagner, c'est inévitable et elle prend petit à petit, elle prend, puis au bout d'un moment elle a trop pris et du coup t'as perdu. Elle a trop pris gros. Ça fait longtemps putain. C'est pas le style de Bayley, c'est pas le style de Becky Lynch et du coup c'était le match est resté très c'est même pas qu'il était lent, c'est qu'il avait des faux départs tout le temps. Et du coup, alors je lui ai mis C parce que j'ai trouvé le match moyen. Il était pas mauvais, hein, proprement parler. Il était décevant. C'est-à-dire, ça aurait été un C- si Baszler avait pas gagné. Parce que c'est la bonne décision, je pense. En plus, elle a gagné de façon clean. Ça aurait été nettement meilleur qu'elle gagne en faisant abandonner ou en faisant le tomber sur Becky Lynch. Même en volant la victoire, c'est pas grave. Même en faisant un roll-up surprise ou quelque chose comme ça. Parce que là, elle a gagné de façon décisive contre Bayley. Cette pauvre Bayley, c'est elle qui avait le plus besoin de pas avoir l'air faible dans ce match. Et c'est elle qui a eu le... Et c'est elle qui a abandonné quoi, en perdant le match. Je pense que le projet, c'est pas de faire en sorte que Bayley ait l'air d'une championne... d'une grande championne. Bayley est championne par défaut, c'est-à-dire que il y a personne à SmackDown qui... À SmackDown, il y a Nikki Cross, il y a Carmella, évidemment il y a Sasha Banks, mais elle est copine avec Bayley, donc du coup, voilà. Il y a Lacey Evans, si on veut. Et le roster féminin de SmackDown, c'est-à-dire que leur championne est moyenne, mais c'est la meilleure. donc voilà, donc c'est un peu dommage. Et ce qui est un peu dommage aussi, c'est que Becky Lynch a attaqué Shayna Baszler après le match. Du coup, le match est terminé sur la musique de Becky Lynch. Ils auraient pu laisser ça à Baszler, ils auraient pu laisser Baszler célébrer sa victoire avec Jessamine Duke et Marina Shafir. Ça aurait été sympa, mais bon, voilà. Le main event était décevant, mais en soi, en globalité, le PPV était vraiment très sympa. D'après mes notes, d'après la moyenne de mes notes, ce serait le deuxième meilleur PPV de l'année après Extreme Rules. J'ai pas compté, j'ai compté les PPV de AEW à partir de Full Gear. Donc à partir du moment où ils étaient télévisés. Donc pour vous dire, voilà, pour l'instant j'ai Extreme Rules premier, Survivor Series deuxième,
et Full Gear 3ème. Royal Rumble 4ème. Le dernier, c'est Super Showdown. Voilà. Mais l'avant-dernier, c'est pas Crown Jewel, c'est Hell in a Cell. Merci Seth Rollins. C'est le PPV qui a tué la hype de Seth Rollins. Bref, on va parler d'autres PPV. On va conclure la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Quand est-ce qu'on se donne rendez-vous? Alors, il faut que je travaille sur la parenthèse de façon relativement rapide. Je voulais faire le let's play sur 2K20, pardon, mais vous verrez, vous comprendrez pourquoi en voyant la parenthèse. Je vous expliquerai en détail pourquoi, mais la parenthèse est assez urgente, donc il va falloir que je travaille dessus vite. Malheureusement, pour ceux qui attendent ça, il n'y aura pas de fiche de lecture ce mois-ci, parce que j'ai pas lu ce mois-ci, parce que j'ai consacré tout mon temps au point culture sur les clichés de films d'horreur. Donc la prochaine vidéo pour laquelle on se voit, ça sera probablement la parenthèse. Bah non, je suis con. Il y a le commentaire. On va se tourner un petit commentaire du point culture sur les clichés du cinéma d'horreur. Donc si vous avez des questions, les posez pas dans les commentaires de cette vidéo. Attendez le commentaire vidéo et puis vous pourrez me les poser en direct et comme ça j'y répondrai. Le plaisir que qu'on partagera ensemble, ce sera merveilleux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut.